Je ne fouillais pas. Je cherchais simplement des piles. Notre détecteur de fumée émettait ce bip incessant depuis 2 jours, et Chloé n'arrêtait pas de dire qu'elle s'en occuperait. Elle ne l'a pas fait. Alors, me voilà, un mardi après-midi, en train de fouiller dans le tiroir de sa table de nuit. Des piles, du baume à lèvres, de vieux tickets de caisse, un enchevêtrement de câbles de chargeur. Puis j'ai vu l'enveloppe. Blanche, simple, sans aucune inscription, glissée sous une pile de magazines qu'elle ne lit jamais. Quelque chose ne collait pas. C'était trop soigneusement caché. Trop délibérément placé. Je l'ai sorti. À l'intérieur, il y avait un rapport d'analyse médicale du laboratoire Biogroup. Son nom figurait en haut. Patiente, Chloé Martin. Date du prélèvement, 15 mars 2024. Résultat, positif. Les mots se sont brouillés. Mes mains se sont engourdies. Chlamydiose. Ma femme a été testée positive à la chlamydiose. Voici ce qui m'a glacé le sang, nous n'avions pas eu de rapport sexuel depuis plus d'1 an. Pas une seule fois. Pas depuis avril de l'année dernière, quand elle m'a dit qu'elle était trop stressée et qu'elle avait besoin d'espace. 14 mois à dormir dans le même lit, à vivre dans la même maison, sans la moindre intimité. Alors je suis resté là, le rapport d'analyse tremblant dans ma main, et une seule question me brûlait l'esprit. Si nous ne nous sommes pas touchés depuis plus d'1 an, où diable a-t-elle attrapé ça? Si vous voulez savoir ce que j'ai fait ensuite et ce que j'ai découvert en creusant un peu, abonnez-vous, car ce résultat de test n'était que le début. Je m'appelle Nicolas Martin. J'ai 39 ans et je vis à Lyon. Je suis ingénieur logiciel. Je travaille de chez moi la plupart du temps, ce qui signifie que je suis souvent là, peut-être trop. Ma femme, Chloé, a 37 ans. Elle est directrice marketing pour une start-up technologique à La Part-Dieu. De longues heures, beaucoup de déplacements, toujours sur son téléphone. Nous sommes mariés depuis 11 ans. Pendant les 8 premières années, tout allait bien. Pas parfait, mais bien. On riait. On voyageait. On avait des projets. Puis, il y a environ 3 ans, quelque chose a changé. Elle a eu une promotion, a commencé à travailler plus tard, à voyager davantage. Et lentement, silencieusement, nous avons cessé d'être un couple. Nous sommes devenus des colocataires. L'intimité est morte en premier. Ce n'était pas soudain. C'était un effacement progressif. 1 fois par semaine est devenu 1 fois par mois. 1 fois par mois est devenu je suis trop fatigué. Trop fatigué est devenu pas ce soir. Pas ce soir est devenu plus rien du tout. En avril de l'année dernière, cela faisait 6 mois sans sexe. J'ai essayé d'en parler. Elle m'a rembarré. Je suis stressé, Nicolas. Le boulot c'est de la folie. On peut ne pas en faire toute une histoire? Alors, je n'en ai pas fait une histoire. Je me suis dit que c'était temporaire, une mauvaise passe, quelque chose qu'on surmonterait. Mais les mois ont continué de défiler. 6 sont devenus 9. 9 sont devenus 12. 12 sont devenus 14. Et quelque part là-dedans, j'ai arrêté d'essayer. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'étais fatigué d'être rejeté par ma propre femme. On partageait toujours le même lit, on se disait toujours je t'aime par habitude, on postait toujours des photos sur Instagram qui nous faisaient passer pour un couple heureux. Mais derrière les portes closes, nous étions des étrangers. Elle rentrait tard, dînait devant son ordinateur portable et s'endormait son téléphone à la main. Je travaillais, je cuisinais, je faisais le ménage et je faisais semblant que tout allait bien. Nous avions des vies séparées sous le même toit. Et je me disais que c'était normal, que beaucoup de mariages traversent des périodes de sécheresse, qu'on finirait par se retrouver. Puis j'ai trouvé ce résultat de test et j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de nous à retrouver. Je suis resté là dans notre chambre, le rapport de labo à la main, et mon cerveau s'est mis en sur-régime. La chlamydiose n'apparaît pas par magie, c'est une infection sexuellement transmissible, ce qui signifiait une chose. Chloé avait été avec quelqu'un d'autre, pas il y a 1 an, pas il y a 2 ans, mais récemment. Le test datait du 15 mars, il y a 2 mois. J'ai eu la nausée. Je me suis assis au bord du lit et je me suis forcé à penser logiquement. Option 1, elle m'a trompé. Option 2, elle l'avait depuis des années sans le savoir. Mais ça n'avait aucun sens.
Nous avions tous les deux fait des tests avant de nous marier. Bilan de santé impeccable. Et si elle l'avait eu depuis des années, je l'aurais attrapé. Ce qui me ramenait à l'option 1. Elle m'a trompé et elle s'est fait tester parce qu'elle savait. Je ne l'ai pas confrontée. Pas encore. J'ai pris une photo du résultat avec mon téléphone, je l'ai sauvegardé dans un dossier cloud privé. Puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. L'enveloppe sous les magazines, le tiroir fermé. Je suis descendu, j'ai pris une bière dans le frigo et je me suis assis sur le canapé. Mes mains tremblaient, pas de colère, mais de lucidité. Pendant 14 mois, je m'étais blâmé, me demandant ce que j'avais fait de mal, pourquoi ma femme ne voulait plus de moi. Maintenant, je savais qu'elle ne voulait pas de moi parce qu'elle l'obtenait ailleurs. Chloé est rentrée vers 20 heures. « Salut », a-t-elle dit en laissant tomber son sac près de l'entrée. « T'as mangé ? » ?»« Ouais, des restes de pâtes. »« Cool. » Elle a attrapé une eau gazeuse dans le frigo et s'est dirigée vers l'étage. J'ai des mets à traiter. Pas de baiser, pas de câlin, pas de « comment s'est passée ta journée », juste la routine. Je l'ai regardé disparaître dans les escaliers et je n'ai rien ressenti. Pas de cœur brisé, pas de rage, juste une résolution froide et dure. Je n'allais pas exploser. Je n'allais pas crier. J'allais faire ce que je fais de mieux, collecter des données. Le lendemain matin, j'ai appelé mon médecin. J'ai besoin d'un bilan IST complet. J'ai dit à l'infirmière. Des symptômes? Non, juste par précaution. Elle n'a pas posé de questions, m'a programmé pour l'après-midi même. J'y suis allé, prise de sang, analyse d'urine, et j'ai attendu. 3 jours plus tard, les résultats sont revenus. Négatifs sur toute la ligne. J'ai fixé l'email avec un mélange étrange de soulagement et de fureur. Soulagement? J'étais sain. Fureur? Ça confirmait tout. Elle n'avait pas été avec moi. Elle avait été avec quelqu'un d'autre. Je me suis transféré les résultats, je les ai ajoutés au dossier avec son test. Puis j'ai commencé à creuser. Je suis ingénieur, je sais faire parler les données. J'ai commencé par son téléphone. Nous partagions un compte iCloud familial, son idée à l'époque où nous nous faisions encore confiance. Je me suis connecté depuis mon ordinateur portable et j'ai sorti son historique de localisation. Pour les 6 derniers mois, j'ai cartographié chaque endroit où elle était allée. La plupart étaient prévisibles. Maison, bureau, salle de sport, café. Mais il y avait une adresse qui revenait sans cesse. Une résidence moderne dans le 6e arrondissement, les jardins du parc. Elle y était allée 17 fois au cours des 3 derniers mois. Toujours les après-midi en semaine, toujours pour 2 ou 3 heures. Elle ne m'en avait jamais parlé. J'ai ouvert Google Maps, regardé l'immeuble, appartement de standing, balcon, le genre d'endroit où vivent les jeunes cadres dynamiques. J'ai recoupé les dates avec son agenda. Chaque fois qu'elle avait été à cette adresse, son agenda indiquait réunions clients ou séminaires extérieurs. 17 réunions clients dans le même immeuble résidentiel. Bien sûr. J'avais besoin d'un nom. Je suis retourné sur son iCloud, j'ai vérifié ses messages. La plupart étaient du boulot, ennuyeux, professionnel, mais il y avait une conversation qui sortait du lot. Un contact enregistré sous le nom de Julien Fournisseur. Les messages étaient rares, prudents. En retard, je serai là pour 14 heures. Tu peux prendre du vin en passant? La nuit dernière était parfaite. Je suis remonté en arrière. Des mois de messages, tous vagues, tous juste assez suggestifs. Puis j'en ai trouvé un qui a fait bouillir mon sang. J'ai dit à Nicolas que je bossais tard. On a jusqu'à 22 heures. J'ai fixé mon prénom sur l'écran. Elle m'avait utilisé comme alibi. J'ai fait une recherche inversée sur le numéro de Julien. Julien Lefebvre, 29 ans, commercial pour une boîte de logiciels SaaS. LinkedIn montrait un gars avec un sourire parfait, des selfies à la salle de sport, et le genre de confiance qui vient de quelqu'un à qui on ne dit jamais non. J'ai cliqué sur son profil. Il travaillait dans le même immeuble que la start-up de Chloé. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. J'ai continué à creuser. Facebook, Instagram, Twitter. Il n'était pas subtil.
Beaucoup de posts sur le fait de vivre sa meilleure vie et sans regret. Une photo d'il y a 6 semaines, un verre de vin sur un balcon avec vue sur Lyon. La vue correspondait à la résidence Les Jardins du Parc. J'ai zoomé sur le reflet dans le verre. Là, à peine visible, il y avait une main de femme, une alliance au doigt. Je connaissais cette bague. C'est moi qui l'avais achetée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à côté de Chloé, écoutant sa respiration, et j'avais l'impression d'être couché à côté d'une inconnue. Elle a bougé dans son sommeil. Son téléphone a vibré sur la table de nuit. J'ai attendu qu'elle soit de nouveau calme, puis je l'ai pris délicatement. Face ID ne fonctionnait pas. Elle l'avait changé pour que je ne puisse plus le déverrouiller. Mais je n'avais pas besoin de le déverrouiller. La notification sur l'écran d'accueil me disait tout. Julien, tu me manques déjà. Même heure jeudi? Il était 2 heures du matin. Il lui envoyait des SMS à 2 heures du matin et elle le verrait dès le réveil. J'ai reposé le téléphone, je suis sorti du lit et je suis allé dans la chambre d'amis. Je ne pouvais plus m'allonger près d'elle. Le lendemain matin, Chloé n'a pas mentionné que j'avais dormi dans la chambre d'amis. Elle s'est levée, douchée, habillée et est partie travailler sans un mot. J'ai attendu que sa voiture soit partie. Puis j'ai passé un appel. Cabinet d'avocats Dumont et Associés. Bonjour, je dois parler à quelqu'un pour un divorce. Il y a eu une pause. Êtes-vous déjà client? Non, je suis nouveau. Laissez-moi vous mettre en relation avec Maître Dumont. 1 minute plus tard, une voix calme et professionnelle s'est fait entendre. Ici Valérie Dumont. Comment puis-je vous aider? J'ai pris une inspiration. Ma femme me trompe. J'ai des preuves et je veux m'assurer d'être protégé. Dites-moi tout, a-t-elle dit. Alors je l'ai fait. Valérie avait la cinquantaine, vive, pragmatique, le genre d'avocate qui avait vu toutes les versions de cette histoire. Nous nous sommes rencontrés à son cabinet cet après-midi-là. J'ai apporté les impressions, les données de localisation, les captures d'écran, le test IST, mes résultats négatifs. Elle a tout examiné méthodiquement. C'est solide, a-t-elle dit. En France, le divorce pour faute existe toujours, et l'adultère pèse dans la balance, surtout si vous pouvez prouver qu'elle a utilisé les fonds de la communauté pour entretenir sa liaison. Je peux, ai-je dit. J'ai sorti nos relevés de compte communs. Des dépenses à la boutique de vin près de la résidence de Julien, des restaurants dans ce quartier, un week-end à Annecy dont je n'étais pas au courant, tout ça sur notre carte commune. Valérie a souri. Elle a financé sa liaison avec votre argent, apparemment. Voulez-vous essayer une médiation, une thérapie? J'ai secoué la tête. Je veux en finir. Proprement, rapidement, équitablement. Équitable pour vous ou équitable pour elle? Équitable pour moi. Elle a hoché la tête. Alors mettons-nous au travail. Valérie a déposé la requête 1 semaine plus tard. Je n'ai rien dit à Chloé. J'ai laissé l'huissier de justice s'en charger. Il l'a trouvée à son bureau un jeudi après-midi. Je travaillais de la maison quand mon téléphone a sonné. C'est quoi ce bordel? La voix de Chloé tremblait, en colère, paniquée. Les papiers du divorce, ai-je dit calmement. Tu ne peux pas juste. Nicolas, on doit en parler. On ne s'est pas parlé depuis plus d'1 an, Chloé. Je pense qu'on a dépassé ce stade. C'est de la folie. Tu surréagis. J'ai failli rire. Vraiment? Silence. J'ai trouvé le résultat du test, ai-je dit doucement. La ligne est devenue totalement silencieuse. Nicolas. Chlamydiose, Chloé. Daté d'il y a 2 mois. On n'a pas couché ensemble depuis 14 mois. Je pouvais l'entendre respirer vite, de façon saccadée. Donc, à moins que tu veuilles m'expliquer comment tu as attrapé une IST sans coucher avec personne, je te suggère d'appeler un avocat. Nicolas, s'il te plaît. J'ai raccroché. Elle est rentrée ce soir-là. J'étais dans la cuisine en train de préparer un dîner pour une personne. Elle est entrée, les yeux rouges, le maquillage qui avait coulé. Il faut qu'on parle. Non, pas besoin. Nicolas, s'il te plaît, écoute juste. J'ai posé le couteau, je me suis tourné vers elle. D'accord, parle.
Elle a pris une inspiration. C'était une erreur. Ça ne signifiait rien. Je me sentais seul et il était là. Et depuis combien de temps? Elle s'est arrêtée. Quoi? Depuis combien de temps tu couches avec lui? Elle a détourné le regard. Quelques mois. Et c'est plutôt 6, ai-je dit. J'ai sorti tes données de localisation. Tu es allé à son appartement 17 fois depuis janvier. Son visage est devenu blanc. Et tu as utilisé notre carte bancaire pour acheter du vin pour vos petits rendez-vous. Donc, non seulement tu m'as trompé, mais tu m'as fait payer pour ça. Nicolas. J'ai fini, Chloé. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas blessé. J'ai juste fini. J'ai attrapé mes clés. Je dors à l'hôtel ce soir. Mon avocate te contactera. Je suis sorti et pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Le divorce a pris 4 mois. Chloé a essayé de se battre au début, prétendant que j'étais déraisonnable, qu'on pouvait arranger les choses. Mais Valérie a été implacable. Elle a présenté les preuves, les résultats d'analyse, les données de localisation, les relevés bancaires. L'avocat de Chloé a essayé d'argumenter que l'adultère ne devait pas peser si lourd. Valérie a contré avec la preuve que Chloé avait détourné des biens matrimoniaux pour financer sa relation. Elle n'a pas seulement trompé, a dit Valérie au juge, elle a volé son propre mariage. Ça a changé la donne. Au final, l'accord était net. J'ai gardé la maison, mes comptes d'épargne retraite, ma voiture. Chloé a gardé les siens. Pas de prestations compensatoires, pas de batailles interminables, juste une rupture nette. Le jour où les papiers ont été signés, je me suis assis dans le bureau de Valérie et je n'ai rien ressenti. Pas de soulagement, pas de tristesse, juste une clôture. Comment vous sentez-vous? A demandé Valérie. Plus léger, ai-je dit. Elle a souri. Bien. C'est comme ça que vous devez vous sentir. 6 mois plus tard, j'ai vendu la maison. Trop de souvenirs, trop de fantômes. J'ai acheté un petit appartement en centre-ville, moderne, propre, à moi. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, à cuisiner de vrais repas, à dire oui à des choses que je repoussais depuis des années. J'ai fait un voyage en solo dans les Alpes, j'ai fait des randonnées que j'avais toujours voulu faire. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue, et lentement, doucement, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. J'ai croisé Chloé une fois dans un café près de son bureau. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Nicolas, a-t-elle dit, surprise. Chloé. Silence gênant. Comment vas-tu, a-t-elle demandé. Bien. Vraiment bien. Elle a hoché la tête. Je suis contente. Une autre pause. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Pour tout. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Pas de colère, pas d'amour, même pas de pitié, juste de l'indifférence. J'espère que tu vas bien, ai-je dit, et je le pensais. Je suis parti avant que la conversation ne puisse aller plus loin, car certains chapitres n'ont pas besoin d'épilogue. 1 an après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Manon. Elle était enseignante, drôle, gentille, honnête. On s'est rencontrés dans une librairie. On a commencé à parler d'un roman qu'on avait tous les deux lu. On a fini par prendre un café, puis un dîner, puis un deuxième rendez-vous, un troisième. Elle ne savait rien pour Chloé. Pas au début, mais quand je lui ai raconté, elle n'a pas scié. Tout le monde a un passé, a-t-elle dit. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. J'ai aimé ça. On a pris notre temps. Pas de précipitation, pas de pression, juste 2 personnes qui apprennent à se connaître. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti plein d'espoir. Voici ce que j'ai appris. On ne peut pas réparer quelqu'un qui ne veut pas être réparé. On ne peut pas aimer quelqu'un au point de le rendre fidèle. Et on ne peut pas construire un avenir avec quelqu'un qui a déjà démissionné. Chloé ne m'a pas quitté parce que je n'étais pas assez bien. Elle m'a quitté parce qu'elle voulait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, la permission d'être quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave. Parce que je voulais quelque chose qu'elle ne pouvait pas me donner, l'honnêteté. Le résultat de test que j'ai trouvé ce jour-là n'était pas seulement la preuve d'une liaison.
C'était la preuve que je méritais mieux. Et une fois que j'ai accepté ça, tout le reste s'est mis en place.